Oui, je disais que les retraités sont des gens épouvantablement bavards, mais et enfin, j'ai en tout cas un dernier mot, quelques petites méchancetés terminales, avant d'arriver à la présentation très rapide de ce qu'il y a dans le document de CCME, parce que là, c'était une sorte d'exorde ou d'introduction interminable. Je voulais dire que les transformations sociologiques qu'on a observées ces dernières années, et en particulier à partir de cette délégitimation relative de la bureaucratie que je mentionnais tout à l'heure, à partir du gonflement des agglomérations urbaines, de la perte relative de légitimité de la bureaucratie, tout ça a favorisé formidablement, je dirais, la création ou l'émergence de ce que j'appelle la structure boutique. C'est-à-dire que à l'époque coloniale et dans le premier système de la Mauritanie indépendante, les commerçants étaient des gens qui servaient de façon très humble l'administration qui était très crainte et redoutée. Certes, les marchés d'État ont continué à être très importants jusqu'à aujourd'hui, mais la baisse de niveau de légitimité des bureaucrates, l'érosion de leurs revenus suite à un certain nombre de circonstances que vous connaissez, ont fragilisé considérablement leur autonomie bureaucratique et ouvert la voie à une sorte de jonction entre le monde boutiquier et le monde de l'administration. Et je crois que si on peut parler aujourd'hui, mais ça c'est vous qui connaissez ça mieux que moi parce que moi je suis en exil depuis 20 ans, si on peut parler d'une corruption qui a beaucoup avancé, si on peut parler d'un accaparement des ressources et d'un creusement considérable des revenus entre les nantis et les autres, je pense que c'est en partie lié à cette espèce de jonction qui s'est réalisée entre le monde de la boutique et celui de l'administration que je viens de mentionner. J'allais dire quelques méchancetés sur les partis, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, pour dire qu'il n'y a pas de tradition, à mon avis, partisane très enracinée ici, et que, en dehors de peut-être du salafisme et des bribes de marxisme révolutionnaire des années 70 qui survivent, je ne vois pas dans le paysage postérieur, disons, aux années 70, des mouvements d'une ampleur assez importante et enracinée qui traduisent les adhésions politiques, disons, de type idéologique. Je n'en vois pas vraiment. Je crois que le reste du paysage est constitué et vu, en tout cas lu. C'est pas forcément comme ça qu'il l'est, mais il est souvent lu par l'opinion elle-même comme aussi assez fortement contaminé par ces agendas régionaux, tribaux, ethniques que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et pour sortir de ça aussi, pour sortir de cette espèce de polarisation ressentie ou perçue, il faut également sans doute pas mal travailler. Et j'en viens maintenant à la présentation, c'est la deuxième partie de mon propos, mais qui est beaucoup plus courte et sur laquelle aussi sans doute mon éminent collègue aura des choses à dire, si je lui laisse un peu de place. Merci. Donc c'est le papier, le document élaboré par je vais vous résumer en quelques mots le document élaboré par le CCME. Donc ce document porte le titre Unité nationale en Mauritanie, crainte et espoir. Et il a été précédé en 2007 donc d'un papier qui a été rédigé par le docteur Yahya El Hassan, qui avait à peu près le même contenu. Le rappel succinct que je viens de faire du paysage, un peu d'histoire et du paysage sociologique, fait partie en quelque sorte de l'état des lieux que ce document lui-même proposait, parce qu'il fait une sorte de diagnostic basé sur un aperçu assez vaste, mais succinct tout de même, de ce qui affecte l'unité nationale et ce dont elle souffre, et la manière dont la genèse de cette souffrance a pu être constatée. D'abord, un fossé considérable qui est constaté entre les différentes communautés, plus particulièrement entre les hassanophones ou les hassanophones dits blancs et les autres, notamment question de quartier, question de l'infrastructure collective, c'est-à-dire scolaire, c'est-à-dire, par exemple, parce que vous connaissez la privatisation de l'enseignement qui a orienté vers une séparation de plus en plus importante des différentes communautés. Il n'y a pas non plus de véritable espace public commun, parce que la notion d'espace public, d'ailleurs ici, n'a pas un enracinement, je crois, assez considérable. Elle est très importante sous d'autres latitudes, mais ici,
en dehors peut-être de ce qu'on appelle Qanoun al-Djingara chez les Soninké, c'est-à-dire, vous savez, ces hangars sous lesquels se prenaient les décisions et qui pouvaient faire figure un petit peu d'éléments de rassemblement de la collectivité. En tout cas, chez les hassanophones, je ne connais pas de véritable espace public. Je crois que c'est une notion qui serait presque à inventer, parce que c'est des nomades qui n'avaient pas, pour la plupart en tout cas, ils ont gardé cette mentalité. Il y a aussi le psid peut-être, oui, quand il y a un psid, parce que chez les nomades, il n'y en a pas toujours. Mais il y a aussi le développement, l'impact des moyens de communication nouveaux, qui constitue aussi le terreau de ce que Hassan appelle une guerre civile virtuelle, parce que l'anonymat dans lequel on se trouve dans ces réseaux de communication favorise toutes sortes d'excès, toutes sortes de débordements, et les gens n'étant pas comptables devant qui que ce soit des choses extrêmement parfois brutales et graves qu'ils peuvent répandre, en profitent pour détruire et semer un poison qui peut être aussi extrêmement corrosif. On a également le développement et l'exacerbation des nationalismes identitaires qui sont nés sur ce terreau-là que j'ai tenté de développer tout à l'heure et qui sont devenus un peu l'expression, disons, de cette espèce de cohabitation malheureuse, c'est-à-dire qui ne trouve pas son chemin ou qui a été cassée par l'évolution que je vous ai plus ou moins présentée tout à l'heure, et qui sont devenus un petit peu, qui sont aussi polarisés sur des mondes extérieurs. C'est l'opposition entre Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, monde blanc, monde noir, etc. Et tout ça s'est assez fortement développé. Le sentiment d'exclusion chez les communautés noires, qui il me semble personnellement relativement justifié, notamment au niveau des sphères importantes de décision, à la fois dans les services, dans l'armée, dans les services de sécurité, dans les systèmes de prise de décision globalement par rapport à ce qu'ils ont été à un certain moment. Et je crois que ce sentiment d'exclusion est ressenti avec force. De même d'ailleurs que celui des Haratin, qui se sentent aussi un groupe laissé pour compte. Et c'est là qu'on peut aussi comprendre qu'il y a cette jonction un peu mélanisée, je disais, du paysage politique, dans lequel on va se comptabiliser sur la base de la couleur de la peau et s'exclure vraisemblablement sur la base de cette coloration. Et c'est vrai que là aussi les écarts, je n'ai pas parlé tout à l'heure du rapport pauvreté-richesse, mais c'est des choses qui sont quand même assez frappantes depuis surtout peut-être les 15-20 dernières années, entre ces villas parfois assez baroques et d'un style plus ou moins incertain qui associe mosquées, pagodes et temples grecs de dimensions tout à fait imprévues. Entre tout ça et les bidonvilles, vous voyez un petit peu la différence. Alors tout ceci donc a engendré le développement d'une conflictualité qui a fini par s'exprimer ethniquement. Ce sont les événements que vous connaissez, de 66, de 78, 76, 78, de 90, 91, qui ont laissé des traces extrêmement puissantes et que, moi je suis témoin, enfin nous sommes, les vieux sont des témoins malheureux de cette conjoncture. Et nous savons que même l'islam, dont je mentionnerai tout à l'heure, toujours avec mon mentor Hassan, qu'il peut être utilisé comme un recours. Les 89, c'était en plein mois de Ramadan. Et moi, j'ai vu des gens, enfin, parce que j'ai été mêlé un peu à des trucs, des gens qui brandissaient leur carte d'identité, qui disaient « nous sommes des musulmans, nous sommes en train de jeûner », etc., et que ça ne les empêchait pas de se faire massacrer dans la rue. Donc, là aussi, il faut prendre un petit peu avec précaution de même d'ailleurs que les affaires confrériques, parce que les confréries qui sont des choses partagées, et pourtant je vais y revenir dans un petit instant si j'ai le temps, une minute, ça aussi ça n'a pas servi de frein véritable malheureusement à ces conflits. Alors les perspectives, dit le document, il y a d'abord la question de l'école et de l'éducation, qui est centrale et fondamentale, et qui est devenue effectivement un lieu de séparation extrêmement visible et net. C'est accompagné aussi d'une détérioration de la vie de beaucoup d'observateurs, à cause de la massification du système scolaire et du peu de moyens dont il dispose, et aussi de la forme relativement précipitée, mais encore une fois difficilement jugulable, parce que je vous disais, la scolarisation était quasiment nulle au moment début des années 60. Il n'y avait pas de scolarisation en Mauritanie pratiquement. Et l'arabe n'est pas une langue étrangère à ce pays. L'arabe est une langue qui appartient à la tradition d'ici, aussi bien d'ailleurs des communautés noires, à mon avis, que des communautés hassanophones. Et il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une formule qui permette à cette langue d'avoir la place qu'elle mérite, sans être un outil d'oppression ou un outil perçu comme un outil d'exclusion pour les autres communautés. Et ça, il y a une réflexion considérable et très importante à mener sur ce système scolaire pour voir comment il peut être amélioré.
et s'inspirer notamment des pratiques de bilinguisme qui existent dans les pays qui ont connu des cheminements comparables, la Tunisie et le Maroc, par exemple, qui sont revenus d'une certaine forme d'arabisation très massive à quelque chose qui serait plus négociable avec les autres. Mais il faut aussi la place des langues nationales. Et là, les linguistes sont assez unanimes sur le fait que alphabétiser un enfant dans sa langue maternelle est un moyen de lui donner des outils pédagogiques importants. Et c'est aussi, moi je dirais même plus loin, ça ce n'est pas dans le document, mais c'est une petite note de bas de page de ma part, je dirais, j'ai vu par exemple, j'ai eu pas mal de gens, parler avec des gens sur par exemple le coup d'État de 1980, tentative de coup d'État de 1986 des officiers noirs qui ont été exécutés. Pas mal d'entre eux, d'ailleurs Boy le dit dans son bouquin aussi sur voilà, j'étais à Walata. Passer un concours pour un officier négro-africain qui veut avancer était une chose pratiquement inaccessible ou très difficile à cause notamment de la langue arabe. Et moi je dirais, si on alphabétise les gens dans leur langue maternelle et qu'on donne un petit bonus à quelqu'un qui parle le pulaar, le wolof, le soninké dans les concours, ça peut améliorer les choses. C'est une idée comme ça à jeter en l'air. Il faut en tout cas essayer d'en finir avec cet apartheid mental, comme l'appelle encore mon ami Yahya là-bas. Par des choses qui sont peut-être très concrètes, qui peuvent être des festivals, des compétitions sportives, des journées culturelles, des colonies de vacances, des mouvements de scouts et des choses comme ça. Peut-être dans l'idée de faire revivre cette notion de trait d'union que Mortar et ses amis de la première génération avaient essayé de mettre en avant pour dire ce pays tourné vers le sud depuis longtemps est aussi un pays à la fois maghrébin et noir. C'est pas un pays, c'est un pays qui sert, qui contient tout ce monde et il faut faire quelque chose avec, on peut pas... Et de toute façon, on ne choisit pas ses frontières, hein, on ne choisit pas non plus les gens avec lesquels on cohabite, il faut s'arranger pour trouver une forme de vie qui permette à tout ce monde de vivre ensemble. Voilà, et donc l'appel aussi à la liquidation du passif humanitaire que je viens d'évoquer, et ça c'est un sujet très lourd aussi et complexe. On a parlé des justices transitionnelles qui ont appliqué des choses comme ces commissions justice et vérité. Et la période brève période du pouvoir civil avait inauguré, d'ailleurs c'est à ce moment-là que Yahya a écrit son document, avait inauguré un début de solution, un petit peu timide, sur le retour des gens qui ont été dépatriés en 89, de restauration dans leurs droits d'un certain nombre de gens qui ont été exclus aussi de leurs biens fonciers ou de leur statut administratif. Et tout ça doit être réexaminé, revu, et on doit donner, enfin il semble qu'il soit absolument nécessaire de trouver une manière de rendre leurs droits à des gens qui ont été spoliés de leurs droits, et expliquer à des femmes qui sont devenues veuves dans quelles circonstances et comment et à quel point de vue et pourquoi leurs époux ont été tués. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas glisser sous le tapis, je crois, et effectivement dans lesquelles il faut s'inscrire. Et Yahya et le document aussi du CCME cite la possibilité et l'importance d'utiliser par exemple l'islam comme facteur, et il cite aussi ce verset 13 de Surat al-Hujurat qui a été cité tout à l'heure par le lecteur du Coran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Et donc idée que que l'islam contient une dimension qui pourrait être une dimension d'atténuation de ces conflits et d'aller vers quelque chose. De même, il cite aussi les mouvements confrériques. Ils valent ce qu'ils valent, hein. J'espère qu'ils ne sont pas trop représentés ici, mais enfin, moi je ne vais pas dire des bêtises là-dessus, mais c'est vrai qu'eux-mêmes ont été des facteurs aussi de conflictualité, même s'ils ont été aussi également des facteurs d'union. Vous connaissez les bagarres entre les Sapoigo, par exemple, la Kaïdi de Gataga, et les Tijani 12, comme on dit, uniquement entre Soninké, d'ailleurs, plus ou moins, enfin en tout cas en partie touchant les Soninké. Vous connaissez l'histoire de l'opposition entre Hamaouia et Tijaniya et autres, vous connaissez, enfin tout ça est très, très connu. Mais en même temps, ce sont des mouvements qui peuvent fédérer aussi des gens sur des bases très éloignées. Par exemple, les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sont très nombreux en Mauritanie. Il y a des gens délettrés de très haute pointure, comme Seydi Ahmadou Lesmou, par exemple, qui est un de ses grands disciples, et d'autres. Donc vous avez des possibilités là peut-être à creuser. Les organismes régionaux aussi, sans doute, dans lesquels il faut tenir compte de cette bipolarité mauritanienne entre différentes composantes, et ne pas dire on est CEDEAO exclusivement, ou on est Union du Maghreb arabe exclusivement, mais on peut essayer d'être les deux. Bon, voilà, ça c'est quelques directions fournies par le document.
Alors, conclusion pessimiste, qui est la mienne, mais ça, c'est pas du tout le document, ni le CCME qui va prendre ça à sa charge. C'est sur le... Bon, la question de l'unité nationale engage au fond la question de l'existence d'un État et d'une nation. Hein, parce que les deux termes sont un petit peu... L'État qui est une sorte, comme disait Marx, de résumé officiel de la société. C'est-à-dire que c'est aussi lui qui est un peu le garant de l'existence de cette communauté si jamais elle est appelée à exister. Et l'État mauritanien, nous l'avons vu, est une chose de création très récente, elle-même incapable pour l'instant d'être le garant de ce terreau en cours de plus ou moins de fabrication, parce que dans ce type d'État, l'État était une greffe, il n'y avait pas de nation quand l'État était greffé. L'État est lui-même l'enjeu de création de ces éventuelles possibilités de nation. Et les ethnies qui s'aspirent un petit peu comme nation voudraient se l'accaparer pour créer leur propre nation. Et donc, comment sortir de cette conflictualité et tenter d'aller en direction de quelque chose qui soit commun, ça c'est assez difficile. Et c'est d'autant plus difficile que ailleurs qu'en Mauritanie, si vous voulez, pour créer ce type de dispositif, c'est Renan, je crois, qui parlait de la nation comme un plébiscite quotidien, comme une chose, une mémoire collective. Ça aussi, le document il fait allusion, c'est-à-dire qu'il faut une mémoire commune, il faut créer quelque chose qui lie les gens entre eux, et il faut, en plus de facteurs objectifs que l'on peut chercher ou retrouver, créer un désir, une volonté commune de vivre ensemble. Et pour ça, il est nécessaire aussi d'accumuler un certain nombre de ce que j'appellerais avec Bourdieu des capitaux symboliques. Il y a une accumulation de capitaux symboliques très importante à réaliser, et ce qu'on pourrait appeler aussi des capitaux informationnels, notamment l'instauration, pour qu'il y ait l'instauration d'un État reconnu et légitime, hein, auquel on délègue officiellement ce monopole de l'exercice légitime de la violence, qui permettait jadis de le définir. Donc une sorte d'unification théorique d'abord, hein, c'est-à-dire qu'il faut que cet État, l'espace sur lequel il se trouve, soit unifié par des procédures comme par exemple la cartographie. Il faut que les gens aient dans la tête un certain nombre d'outils cartographiques, par exemple. Il faut des opérations de totalisation beaucoup plus importantes et plus complexes, comme les recensements qui sont faits de trop loin en loin et qui sont nécessaires et qui peuvent donner aussi des informations plus importantes, à condition de les manipuler avec une certaine prudence. Il faut également une codification homogène, parce que, par exemple, si vous pensez longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien aéroport de Nouakchott, on arrivait, officiellement il y avait des formulaires à remplir quand on arrive, mais très souvent il y avait pénurie de ces formulaires, et on vous donne un bout de papier, et on a l'impression qu'il était jeté après, qu'il était mangé par les chèvres. C'est-à-dire que la mentalité du formulaire standard n'est pas rentrée, si vous voulez, dans les mentalités. Et c'est très important d'avoir des formulaires standards. C'est le moyen de bureaucratiser et d'avoir des normes, de normer, pour que les gens reconnaissent que c'est à partir de ce formulaire que je peux entreprendre mes démarches et les réaliser. Un certain nombre de choses comme ça qui seraient certainement importantes pour essayer d'obtenir ce terreau commun. Alors tout ceci devrait conduire à des droits et des devoirs partagés. Mais parmi les premiers, d'ailleurs, dans les autres pays qui ont des États-nations, notamment l'impôt. Mais ici, l'impôt, c'est quoi l'impôt? Pas sûr que ce soit un même impôt pour tout le monde s'il y a un impôt. Il y a des impôts indirects, mais même je paie les mêmes... Beaucoup de gens, par exemple, en France où je vis, pour l'instant, disent, même un immigré qu'on veut expulser, il dit, moi je paie les mêmes impôts que tout le monde, qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Enfin, ils revendiquent des droits parce qu'ils paient les mêmes impôts que tout le monde. Et ici, vous avez les impôts indirects, vous avez les impôts trafiqués, vous avez toutes sortes de choses, mais pas de système fiscal digne de ce nom, si vous voulez. Et donc voilà, tout ça, la Mauritanie a-t-elle vraiment les moyens de s'acheminer vers une réalisation de tout ça? Je vous laisse juge et je vous remercie. Pardonnez-moi d'avoir été bavard. Je suis désolé de la longueur. On est très satisfait. Merci et bonsoir. Bien, mes amis, vous savez pourquoi je suis là. Dans nos traditions, quand une grande personne se déplace, on ne la laisse jamais seule. Le professeur, on ne le laisse pas seul. Donc, il est 20h passé et je ne voudrais pas avoir à polluer le discours, l'exposé de notre cher professeur. Je suis fier d'être à ses côtés. Je vais dire quelques mots parce que sinon certaines personnes vont penser que je ne suis venu que pour la pause café. Et nous abordons un thème aujourd'hui avec le langage de la rationalité, au sujet duquel on ne peut dire que des banalités. Parce que
au XXIe siècle, on ne doit pas avoir à démontrer que tous et toutes naissent égaux en droit et en devoir vis-à-vis de la société. On n'a pas à le démontrer, on n'a pas à l'expliquer, on n'a pas à le justifier. C'est une évidence. Mais la nature humaine fait que on doit en parler. Ce n'est pas mauritanien, c'est humain tout simplement. Donc il faut en parler. Je vais donc dire 3 assertions, 3 évidences, juste pour inviter au débat en fait. Des choses qui sont sous-jacentes dans le document de CCME, mais qui font la transition vers le débat, je l'espère. La première assertion, la première évidence à mes yeux, est que la diversité qui caractérise le peuple mauritanien n'est en elle-même ni une chance, ni un obstacle pour son développement et son épanouissement. Ni une chance, ni un obstacle. Elle est ce qu'elle est. Elle peut être l'un ou l'autre, suivant ce que l'élite mauritanienne en fera. Tout dépend de l'élite mauritanienne. Tout dépend de la qualité de l'élite mauritanienne. On peut suivre le chemin de la Somalie, qui a une population chimiquement pure, je devrais dire, chimiquement homogène. Même culture, même religion, même langue, même histoire. Mais qui a fait de son pays ce que nous savons de la Somalie actuellement. Nous avons aussi l'option de suivre Maurice, un pays potentiellement fragmenté. Toutes les religions, toutes les races, toutes les langues sont là. Mais sur tous les plans, classé toujours premier sur l'indice de développement humain en Afrique. Il appartient à l'élite mauritanienne de choisir son camp, la Somalie ou Maurice. La deuxième évidence que je vais prononcer est que les notions d'excellence et de particularisme sont antinomiques. On ne peut construire durablement un pays sans faire appel au meilleur de ses filles et de ses fils. Mais on ne peut le faire malheureusement quand la gouvernance est fortement teintée de particularisme, sous quelle forme que ce soit. J'aimerais bien avoir les compétences du professeur ou bénéficier de la science de quelqu'un comme lui pour analyser l'évolution du pays au cours de 60 années, pour voir s'il n'y a pas une corrélation entre les périodes d'optimisme, d'espoir pour le peuple mauritanien et les périodes où on se posait des questions sur notre cohabitation. On se posait des questions sur la possibilité entre Mauritaniens de vivre ensemble. J'aimerais bien m'assurer, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas vraiment une corrélation entre ces deux périodes-là, entre ces deux thèmes. Probablement que les périodes d'optimisme, les périodes d'espoir, qui sont les périodes les plus importantes dans la vie d'un peuple, sont celles où on avait le sentiment quelque part que nous sommes tous Mauritaniens, que nous avons tous le même projet, que nous avons tous la même ambition pour le pays. C'est dire que sans ce souci d'excellence, on ne peut pas construire ce pays. Et avec ce souci d'excellence, on doit mettre l'exigence d'unité nationale au centre de nos préoccupations. La troisième assertion, la troisième évidence que je voudrais annoncer, que je voudrais prononcer devant vous, à vous de juger, est que l'unité nationale se bâtit et se renforce à travers les actions de tous les jours, dans tous les secteurs et par tous. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas un secteur, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une personne qui est responsable de cela, c'est nous tous qui sommes responsables de cela, et tous les jours. C'est pour ça que nous sommes à une période politiquement, je ne dis pas fertile, je n'en sais rien, mais en tout cas où beaucoup de questions se posent. Il serait intéressant
dans la mesure où l'unité nationale se construit par tous, et bien sûr l'exemple venant des dirigeants, l'exemple seulement par la pratique, mais l'exemple venant des dirigeants, il serait bien que de temps à autre, qu'il y ait des séminaires gouvernementaux sur l'unité nationale. Pas seulement pour sensibiliser les ministres sur ce que c'est, sur leur devoir vis-à-vis de l'unité nationale, mais surtout pour renouveler leur package, renouveler leur offre, renouveler leur action dans ce domaine, parce que c'est une œuvre en perpétuelle construction. On n'a jamais fini. C'est toujours à construire, c'est toujours à bâtir, c'est toujours à perfectionner, c'est toujours à corriger. Et ça se corrige d'abord par les dirigeants. C'est eux d'abord qui doivent monter le chemin. Et il n'y a pas de doute que s'ils montent le chemin, il y a beaucoup de chances pour que la population suive. Parce que c'est un sentiment qui vient de là-haut, ce n'est pas un sentiment inné, c'est un sentiment qui est donné, communiqué à la population. Et j'aimerais bien que, quelque part, on discute de l'ensemble de ces assertions et de bien d'autres, de l'ensemble des recommandations présentées dans le document et résumées par le professeur. Franchement, je voudrais m'arrêter là et laisser la place au débat. Je vous remercie. Introduit son débat, enfin son thème, par ce qu'il sait faire le mieux, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et la sociopolitique. Et vous l'avez, j'allais dire, entrepris par les faits réels, la pratique d'un technicien, d'un gestionnaire. Je pense que les deux points de vue se complètent vraiment de manière très utile et ça élargit notre possibilité de compréhension, de maîtrise encore plus du sujet. Nous avions prévu un petit résumé de 10 minutes en arabe, mais je pense que ce n'est pas la peine, on va gagner du temps parce que, alhamdulillah, tout le monde ici est bilingue. Donc on s'en réjouit et on gagne du temps. On va maintenant ouvrir la liste des gens qui vont prendre la parole. Moi, je voudrais être franc avec vous. Parce que franchement, j'ai entendu tout ce qui a été dit là. Hein, et je l'entends très souvent et je l'entends partout. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Et ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Votre document est excellent. Nous l'avons mis sur Facebook depuis décembre 2018. La plupart des personnes qui sont ici ont peut-être eu l'occasion de le lire. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Vous avez fait un travail excellent en décembre 2018. Et nous vous en remercions. Il trace l'essentiel. Mais le fond de la question et le fond du problème de l'unité nationale est d'abord la reconnaissance par nous-mêmes au quotidien et pas dans les cercles relativement aisés ou relativement dont le discours est relativement policé. Ce n'est pas ça le problème. Vous êtes tous parfaitement bien policés, vous avez vos politesses et vos manières, mais ce n'est pas ce qui se vit. Si vous vivez avec les gens, si vous prenez les taxis avec les gens, si vous allez dans les marchés, ce n'est pas comme ça qu'on parle de l'unité nationale. L'unité nationale, on la vit. On la vit quand quelqu'un traite quelqu'un d'abid, de haritani, de sale nègre, ou de tchapatou de vaurien, ou de voleur. C'est ça qui se vit concrètement aujourd'hui et de façon dramatique. Je crois que votre contribution en tant que leader d'opinion est précisément de distiller un discours que les gens comprennent, que les gens sont capables d'intégrer dans leur quotidien. Ces longues phrases et ces grandes analyses sont très intéressantes pour nous, pour vous, pour ceux qui peuvent. Parfait. Je voudrais dire simplement que je voudrais qu'on continue ce débat en faisant l'effort de considérer que entre Mauritaniens, il y a une fraternité génétique. Il n'y a pas un mort qui n'a pas 80
entre 40 et 80% de sang nègre. Et inversement, il n'y a pas un nègre qui n'a pas un pourcentage à considérer génétiquement de sang noir. Si vous commencez par des jeux simples, comme celle-là, en temporisant certains excès parce qu'ils sont devenus extrêmement nombreux, extrêmement dangereux, et les déviationnismes sont à portée de main. Cette crème que vous constituez et que vous pouvez prolonger par tous les outils que vous avez a besoin de revenir à la population concrètement. Et je vous remercie. Que la solution du problème de l'unité nationale, c'est d'abord l'éducation. Un peuple non éduqué est un peuple qui va souffrir et l'unité nationale, et le racisme, et la pauvreté, et toutes les tares. Heureusement pour le pays qu'il est profondément uni. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi il n'a pas explosé. Parce qu'il était profondément uni dans son passé, dans ses gènes. Mais si on continue, et l'élite, c'est l'élite qui continue en fait à faire ce discours et qui n'a pas de réalité si on va dans la vallée, si on va chez les gens simples. Le problème est très simple. Il faut reconstruire notre système éducatif. Il faut que notre système éducatif soit un système éducatif où le Poulard, le Soninké, le Petit Mort, le Hardani sont dans le même internat, jouent au même jeu et apprennent à se socialiser comme Mauritaniens. Il n'y a pas d'autre solution. Et avec un peu de croissance économique et de répartition économique équitable, on y arrivera. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le conférencier ainsi que M. Khan pour la clarté de leur intervention et la richesse que leur intervention porte. Je disais donc que d'abord je remercie Abdelwadoud Cheikh pour la clarté et la pertinence de son intervention, ainsi que le complément apporté par M. Khan. Et je crois que nous sommes très satisfaits de ces deux interventions-là. Pour ma part, je me présente, Bokoum Oumar. Je représente le parti Union pour la démocratie et le progrès. D'emblée, je vais vous dire que l'unité nationale est un point qui figure au cœur des thématiques que notre parti, sur lesquelles notre parti travaille de façon quotidienne. Vraiment, sur tous les leviers que nous avons estimés, exhibés pour que notre pays retrouve son unité, sa paix sociale et sa sérénité, donc ce point-là développé par nos conférenciers est au cœur de notre parti. Je vous rappelle que ce parti est créé depuis 26 ans, en partie, alhamdulillah, sans soubresaut. Et je terminerai pour dire que tout ce que nous aurons à dire ou à faire, il reste évident que nous n'avons pas un autre pays que la Mauritanie. La Mauritanie ne se déplace pas. Nous n'avons pas choisi de mettre la Mauritanie là où elle est. Donc, partant de ce constat-là, nous avons été, Allah nous a mis ici, ensemble. Donc c'est un destin commun que nous sommes obligés de traiter ensemble. Et focus sur l'éducation nationale. En tout cas, je ne sais pas si je me trompe, mais je me dis que si tout ce schéma-là d'unité nationale a failli, ou si la toile de notre unité nationale s'est fissurée de temps à autre, c'est parce que l'éducation nationale en est pour quelque chose. L'éducation nationale, c'est le laboratoire de fabrication de citoyens. Il faudrait qu'on revienne aux formules qui permettent à nos enfants de se retrouver dans la mixité, dans les mêmes espaces, qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils étudient ensemble, qu'ils se marient ensemble, qu'ils communiquent ensemble. C'est ça qui changera les choses et qui nous permettra de retrouver la paix sociale et la cohésion que nous appelons tous dans nos vœux. Moi, je vous remercie pour la création de ce collectif. Je remercie naturellement les conférenciers. Et je voudrais vous faire part de 5 idées que je porte depuis pratiquement une quarantaine d'années. La première idée, ce que je crois, c'est qu'il faut impérativement que le bilinguisme s'installe dans notre pays de manière officielle. C'est une nécessité et c'est dans votre document.
La deuxième idée, c'est un service militaire obligatoire pour tous les enfants du même âge d'une génération, filles et garçons. Pourquoi? Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rigoureusement rien d'impossible si on veut. Troisièmement, il faut que l'État impose à toutes les salles publiques d'avoir un service de traduction. Qu'on ait un service de traduction. Ceux qui veulent avoir une salle publique doivent intégrer dans son paiement un service de traduction pour que tout le monde puisse en s'entendre. La quatrième idée, c'est qu'il faut un fonds national d'encouragement du métissage. Du métissage, je veux dire, par le sang. Entre les catégories qui, historiquement et traditionnellement, ne sont pas mariables. Je veux dire, Kori ma Bilani. Je veux dire, Bilani ma Kori. Je veux dire, Hartani ma Bilani. Si l'État crée un fonds social d'encouragement sur plusieurs générations, on aura un métissage par le sang. C'est une possibilité. Nous sommes un tout petit pays, il n'y a pas beaucoup de gens, et c'est extrêmement facile à faire. Et la religion nous invite, pour ceux qui sont religieux ou qui se disent qu'ils sont religieux. Un Hartani pour une Bilania. C'est ça qui peut créer une vraie intégration. Et l'État doit faire quelque chose dans cela. Nous payons des impôts, ou ceux qui les payent, où nous avons des richesses. Une manière de partager nos richesses, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans l'avenir, être intégrés, laisser un héritage dans ce sens-là. Quatrièmement, cinquièmement, je crois que c'est la cinquième idée, excusez-moi, c'est que l'École nationale d'administration impose à la sortie, pour réussir pour n'importe quel fonctionnaire, qu'il puisse parler au moins deux langues nationales. Je veux dire, ou l'arabe et le poulard, ou l'arabe et le soninké, ou le soninké et le wolof. Vous ne pouvez pas avoir des administrateurs ou des fonctionnaires qui viennent dans une région où ils ne connaissent pas la langue. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Mamadou Khalidou, professeur à l'université de Nouakchott. Je remercie mes aînés, le professeur Abdelwedjoul Cheikh pour son intervention, M. Khan également. Mais je voudrais surtout avant féliciter l'initiative de ce collectif des cadres mauritaniens expatriés d'avoir permis ce débat, cette discussion, parce que des débats, comme j'ai l'habitude de le dire, on en a besoin. Et cela dit, je voudrais moi insister, et je voudrais également dire que le document que vous avez produit, que j'ai parcouru, lu, est très bon. Très bon. Jusqu'aux dernières propositions, je pense que c'est un document très bon. Mais je voudrais, après vous avoir écouté, insister sur un point que je considère comme étant fondamental de mon point de vue. Qui dit unité nationale, si nous rabâchons la question de l'unité nationale, c'est bien parce qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas parachevée. Et s'il y a des problèmes d'unité nationale, le professeur Abdelwedjoul Cheikh est revenu largement là-dessus dans ses différents aspects, c'est qu'il y a des problèmes de discrimination. Et là où je voudrais insister, c'est que ces discriminations ne sont pas seulement, je veux dire, des faits que l'on peut rabâcher comme cela. À un moment donné, il est important de les situer. Et le problème dans notre pays, c'est que les discriminations, parce que beaucoup de gens disent que ça se situe au niveau des pratiques et pas au niveau des textes. Non. Notre loi fondamentale, notre loi organique, notre constitution, en son article 6 est discriminatoire. Et ça, c'est fondamental de le dire, c'est presque de l'apartheid. Quand à l'article 6 de notre constitution, on dit les langues nationales sont
l'arabe, le pulaar, le soninké et le wolof, la langue officielle c'est l'arabe, les autres donc sont des langues de seconde zone, et les citoyens qui parlent ces langues-là sont des citoyens de seconde zone. Et moi je suis le débat politique. D'accord, merci. Je suis surpris que même parfois les partis de gauche considérés comme progressistes n'aient pas le courage de dire que ça c'est de la discrimination. Et ce n'est pas seulement, je veux dire, quelque chose à quoi on s'accroche du point de vue statutaire, on est gêné parce que non, c'est quelque chose qui se traduit dans notre vie de tous les jours. Je suis professeur à l'université, j'assiste en conseil scientifique de la faculté de lettres et sciences humaines. Alors, on tient des discours en hassaniya, en arabe ou en hassaniya. Je dis, je n'arrive, mon niveau en hassaniya qui est basique, je peux bien parler au boutiquier d'à côté, ne me permet pas de comprendre, je demande une traduction. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, ce n'est pas la France, c'est la Mauritanie. Alors, tout Mauritanien doit être nécessairement locuteur du hassaniya, sinon, donc moi, j'ai beau être cadre, j'ai vu le racisme là tout de suite, et ça c'est pourquoi. On me dit parce que l'arabe c'est la langue officielle. Donc c'est la constitution qui me discrimine en tant que cadre, et on va plus loin, je ne peux pas appartenir donc à ce conseil scientifique-là uniquement à cause de ce problème. Et on peut donner des exemples. Je n'ai pas de temps, je m'arrête là, je suis très discipliné, mais je crois qu'il faudra parfois le dire. Balla Touré, activiste des droits humains, expert en développement durable. Je voudrais d'abord remercier le collectif pour cette belle occasion qui nous a été donnée et remercier les brillants conférenciers pour la très bonne contribution. Je suis tout simplement un peu étonné. Je comprends aussi, peut-être c'est lié à leur statut d'intellectuel, d'universitaire. Moi qui suis un praticien, un homme de terrain, j'allais dire, je suis surpris des gants qu'ils ont mis. Ils ont mis des gants pour traiter de la question. C'est bien d'avoir présenté la situation, la question, au plan historique et sociologique, mais c'est le point de chute qui me laisse sur ma faim. Moi, je crois que si l'État mauritanien est mal parti à sa création, c'est parce qu'effectivement, nous avons un héritage que le professeur a bien présenté. Un héritage qui a été fait d'alliances, de contre-alliances, donc des communautés qui se méfient les unes des autres. Mais après, l'État s'est créé. Et cet état de fait a fait qu'une certaine mauvaise politique a amené les Mauritaniens au fur et à mesure à s'éloigner les uns des autres. Mais le point critique est arrivé, il fallait le dire, et je suis étonné que ça ne soit pas dit, est arrivé avec l'avènement des militaires au pouvoir. On avait déjà un État faible. Avant cela, on avait un État occupé qui était colonisé, mais où il y avait quand même des règles, peut-être même des règles injustes. Après, on a eu un État moderne, jeune, faible, peut-être pas très riche, mais il y avait des règles. Quand les militaires sont venus, ils ont dit basta, il n'y a plus de règles. La règle, c'est nous. La règle, c'est nous. Et on identifie l'État souvent, et ce n'est pas seulement propre à la Mauritanie, aller dans n'importe quel pays où les militaires ont pris le pouvoir. L'État, c'est 2, 3, 4 personnes. On vous dit que on vous dit l'homme fort, c'est Voulen. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc progressivement, la structure étatique a été vidée de sa substance. Ce qui fait que aujourd'hui, la problématique de la cohabitation, ou j'allais dire de l'unité nationale, doit être vue sous un angle purement de gouvernance administrative, politique, mais aussi de gouvernance économique. Il n'y a pas de problème entre les Mauritaniens. Dans mon quartier, dans le vôtre, pour ceux qui vivent ici, vous n'êtes pas, je crois, dans mon quartier, dans les quartiers de tout le monde ici, toutes les communautés vivent ensemble. On vit entre Peul, Soninké, Wolof, Hartani, Bilani, nos portes sont ouvertes les unes pour les autres. Donc les Mauritaniens n'ont pas de problème entre eux. Quand le Peul pense qu'il est discriminé au niveau du centre d'enrôlement, ça c'est un problème de gouvernance. Quand le Hartani pense qu'il a, le Peul aussi, le Soninké, il a un accès limité aux ressources de ce pays. Ça, c'est un problème de gouvernance. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais il fallait le dire. Nous vivons dans un pays où il y a un problème de gouvernance. D'abord, je voudrais saluer le professeur Abdelwadoud et
et M. Khan Ousmane. Je voudrais les saluer d'abord et les remercier de leur brillante contribution, plutôt conférence. Je voudrais également féliciter le collectif, d'abord pour sa naissance, pour son existence et pour son projet, et pour la contribution qu'il nous apporte aujourd'hui à avoir un espace pour discuter d'un problème qui occupe tout le monde, mais dont on ne parle pas ensemble, comme on le ferait ce soir, comme on va le faire ce soir. La question, évidemment, demande plus que 3 minutes. Nous, on s'est rebellé déjà contre les 3 minutes de l'Assemblée nationale. Avec Kadiata, on va se soumettre quand même à votre règle, mais on ne va pas pouvoir dire grand-chose. Ce que je voudrais donc, je vais le ramasser en 3 points, 4. Le premier, c'est que le mouvement religieux en Mauritanie, effectivement, a constitué historiquement, comme l'a déjà mentionné le professeur, comme ciment. Parce que le mouvement de Cherbourg et Elia ou le Saad qui est là, je crois, a été un mouvement pan-maraboutique. Évidemment, c'est des marabouts qui se rebellaient contre le système politique guerrier. Et ils ont réussi à construire un État dans toute la vallée du Sénégal, disons, au Fouta, au Wallo, au Cayor, au Bondou. Et c'est lorsqu'ils se sont attaqués à la partie nomade, à la partie des Arabes Maghra, qu'ils se sont un peu cassés les dents. Et où le problème, finalement, les marabouts ont été écrasés. Mais ce n'était pas fini. Et les continuateurs de ce mouvement ont réussi à implanter un État, un imama à l'est du Sénégal, au Bondou. Ils ont réussi à implanter un imama également au Fouta Djallon. Et par la suite, à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'Almamiya du Fouta. Et le même mouvement a continué avec Cheikh Omar Tal. Et dans la grotte de Bandiagara, qui a explosé, où il est mort, il y avait le petit-fils de Sidi Abdullah al-Hajj Ibrahim, l'ancêtre de Hadrami al-Khadri, pour ceux qui le connaissent, quoi, qui est mort avec lui dans l'explosion l'explosion de la poudre dans la grotte de Bandiagara. Donc ça, c'est le facteur religieux. Le facteur religieux aussi a uni pour la lutte contre la colonisation. Et je dois dire aussi que dans la lutte contre la colonisation, ou contre l'administration coloniale plus exactement, on se rappelle bien que Horma Ould Babana, qui était contre l'administration française, a été promu candidat à la députation en 1946, surtout par Senghor et Lamine Gueye, des socialistes sénégalais. Ce sont eux qui l'ont proposé, qui l'ont soutenu, et c'est la vallée, c'est le Fouta, c'est la vallée qui l'a fait gagner. Il a été député, pas grâce aux voix mortes, parce qu'ils étaient nomades, ils n'avaient pas le droit de vote. Ce sont les sédentaires, et les sédentaires, c'était les Foutanké, et ce sont eux qui l'ont fait élire. Je crois aussi que le deuxième problème que je voulais signaler, peut-être qu'il manque au document. C'est un excellent document, mais la dimension politique du problème n'est pas mentionnée. Vous avez mentionné la dimension culturelle, tous les aspects, le passif humanitaire, tous les problèmes actuels. Mais la dimension politique a été le premier problème qui a été posé. En 1961, tous les cadres noirs, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient fonctionnaires, se sont adressés à Mokhtar Ould Daddah en 1961, avant le congrès du PPM, pour lui dire, voilà, nous étions dans une communauté noire, c'est l'AOF, l'Afrique occidentale française. Maintenant, vous avez décidé de ne pas être dans la fédération, vous avez décidé de faire un État indépendant, nous nous retrouvons dans un État à majorité mort. Il faut que nous ayons des garanties. Et ça, c'est le premier problème qui a été posé. Et il est toujours posé. C'est le problème donc de la redéfinition des rapports politiques qui permettent à chaque communauté ou à chaque Mauritanien d'une communauté de se sentir complètement... et là, ça pose le problème de la démocratie. Et j'enchaîne pour dire que chaque fois qu'il y a un État despotique, ça n'est fini pour les droits de tout le monde, mais aussi particulièrement les droits des minorités et des autres ethnies qui ne sont pas au pouvoir. La deuxième question que je voulais soulever, c'est la question des expériences. Le problème de l'ethnie
Et le problème ethnique, le problème national est un problème qui, comme l'a dit tout à l'heure Ousmane, c'est un problème, c'est une construction permanente. Sinon, il n'y aurait pas eu de problème ethnique ou de problème identitaire au Canada, avec le Québec. Il n'y aurait pas eu de problème identitaire en Belgique, où ils ont fait 1 an sans gouvernement. Donc c'est un problème qui est récurrent, qui va se reposer toujours. L'essentiel, c'est que dans un système démocratique et un système où tout le monde a les mêmes droits, on arrive toujours à négocier les bons compromis, les bonnes solutions. Mais dans un État où il y a une autoritaire, évidemment, on finit toujours par des conflits, par des confrontations violentes, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Je dois dire aussi que chez nous, actuellement, nous avons besoin aussi, le troisième problème, c'est d'étudier. J'aurais voulu qu'on étudie, que quelqu'un ici nous expose l'expérience malheureuse et les expériences positives en la matière. C'est-à-dire que nous ne devons pas étudier la question comme si nous sommes les seuls à la voir devant nous pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Comment est-on arrivé dans un pays qui a la même couleur, la même langue, la même religion? Comment est-on arrivé à ce qui s'est passé au Rwanda? Comment est-on arrivé dans un pays comme la Somalie où il n'y a que des tribus, la même religion, la même langue et tout ça? Comment on était arrivé? Et évidemment, l'île Maurice, là, c'est une expérience aussi très intéressante. J'adhère parfaitement aux propositions qui sont faites. J'ajoute simplement la question de politique, de la redéfinition des rapports politiques, du système politique, et évidemment la nécessité d'officialiser toutes les langues. Et je dois dire que pour le moment, il faut d'abord purger le passif de 89, le passif de l'esclavage, ces choses-là qui ne permettent pas de s'attaquer à la question de fond. Et je peux conclure d'ailleurs que la question nationale, c'est une question où le problème essentiel est toujours, couvert d'un brouillard de préjugés qui empêche de s'attaquer à ces problèmes-là. Si on arrivait à ne pas utiliser le brouillard de préjugés et en s'attaquant au problème, je crois que tout le monde accepterait les solutions. Je ne vois pas un Mauritanien qui n'accepterait pas les bonnes solutions. Mais c'est le brouillard de préjugés qui nous empêche d'y aller. Je vous remercie. J'ai été long, je sais. Je vais faire l'économie des remerciements, tout en disant que de toute façon, les interventions étaient brillantes. C'est tout à fait normal. Je voudrais revenir à la question tribale. Vous avez développé, à juste raison, ces aspects négatifs. Au moment où certains considèrent qu'elle a des aspects positifs, ne serait-ce qu'au niveau de la solidarité, surtout dans des pays où l'État ne fait pas face à ses obligations à l'endroit des citoyens. Et là, la tribu joue parfois un rôle qui n'est pas négligeable. On se rappelle les Mauritaniens qui ont été expulsés du Sénégal. La solution, du moins la solution, si c'est une solution, toujours est-il qu'au niveau tribal, tout le monde s'est mobilisé pour recevoir leurs différents éléments. Ma deuxième question a été abordée par Bala Touré concernant l'armée. Et c'est de savoir, est-ce que l'avènement de l'armée depuis plus de 40 ans a-t-il contribué, ou bien au contraire, a fait de sorte que cette unité recherchée, ils ont contribué à la disloquer? Car pour le règlement de ces problèmes, de ces problématiques, que ce soit le passif humanitaire, l'esclavage, il faut surtout la volonté politique. Or, cette volonté politique n'a pas existé. Est-ce qu'il y a un espoir demain qu'elle existe? Parce que demain, encore, je ne sais pas, mais pour certains déjà c'est acquis. On va continuer sur la même voie. Est-ce qu'en continuant cette voie, il y a un espoir que cette unité, qu'il y ait cette volonté politique pour résoudre les problèmes qui sont liés à l'unité nationale? Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole, même si, comme dit le président Cheikh Sidi Ahmed, le président a tout dit et mes amis ont tout dit. Mais moi, je vais être très concret. Ahmed Demir, lui, je travaille comme interprète pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que le problème de l'unité nationale
ici se pose un problème fondamentalement d'état de droit. Parce que moi, je vois les défis, je vois les craintes. Les craintes, c'est que si on continue effectivement à se maintenir dans une société marquée par une telle malgouvernance et en même temps aussi des pratiques de chauvinisme, d'exclusion, on va vers une catastrophe, on va vers la dérive. Mais c'est toujours rattrapable. Il y a deux façons de rattraper. C'est déjà de mettre en place un état de droit. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut mettre en place un état de droit. Et la deuxième chose, quand on parle de crainte, ce qui me vient à l'esprit à moi, c'est que on est dans toute la sous-région, et pas seulement en Mauritanie. Depuis un certain temps, on constate une montée. Il y a le pourrissement du côté du Mali. Il y a la montée des discours identitaires très graves pendant les dernières élections au Sénégal, pour ceux qui suivent, parce que je suis beaucoup ce qui se passe au Sénégal. Et chez nous, on a ce qu'on a. Est-ce qu'il n'est pas inquiétant de voir que cette montée des discours sectaires et très dangereux à la haine ne sont pas quelque part liés, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'on nous annonce comme richesses qui vont être exploitées. Je veux dire que les richesses qui ont été une malédiction pour beaucoup de pays, en Afrique et ailleurs, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être avec nous si on ne prend pas les dispositions pour qu'au niveau de la gouvernance, dans nos différents pays d'ailleurs, et en Mauritanie en particulier, on veille justement à ce que cela ne puisse pas avoir une incidence sur la stabilité du pays et sur l'unité du peuple. Je vous remercie. En question, moi j'ai une question. Je pense que le thème qui est proposé par le collectif de cadres mauritaniens expatriés sur la unité nationale Grand Espoir, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour 10 ans, 20 ans, pour le futur. Et je ne vois pas des femmes ici. J'aimerais savoir s'ils étaient invités. Et même s'ils n'étaient pas invités, je vois beaucoup de pères, beaucoup de grands-pères qui sont venus seuls. Et je pense que c'est une question, ce n'est pas de réponse que je veux, mais je pense qu'il faut réfléchir. Merci. Merci. Donc, je félicite et je remercie à la fois les conférenciers et le collectif dans son ensemble. Et je pense que vous avez l'avantage, en tant que collectif, de pouvoir un peu faire passer un message et d'être écouté. Parce que, contrairement à ceux qui sont à l'intérieur, qui, dès qu'ils vont soulever un problème, ils vont être catalogués. Vous n'êtes pas très lié à l'État mauritanien. Vous n'êtes pas intéressé, en tout cas de manière importante, par rapport à ce que l'État peut offrir. Donc vous êtes indépendant, vous pouvez être beaucoup plus objectif et vous pouvez être écouté. C'est déjà un atout que vous avez. Et vous, le document, comme l'a dit tout à l'heure Bamamod Khalidi, c'est assez intéressant. Et donc, vous avez fait le diagnostic nécessaire, vous avez fait les recommandations qu'il faut. Mais il y a peut-être la reconnaissance de l'existence d'un problème. C'est déjà un pas. Reconnaître qu'il y a problème. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'on dit qu'il y a des problèmes, qu'au niveau de l'État, qu'on nous dise non, l'unité nationale, Khat Ahmar. Alors si on dit Khat Ahmar, l'unité nationale, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont leurs problèmes. Au lieu de chercher à comprendre, si vous dites que c'est Khat Ahmar, ça veut dire qu'on ne veut pas régler les problèmes. Maintenant, il y a le problème de l'élite que vous avez posé. Moi, j'ai vu ici que lorsqu'il y a un petit geste, ça peut satisfaire. J'ai vu une vidéo du jeune Hassan Oulobat. Certainement, vous l'avez vu. Il a fait le buzz. Parce que tout simplement, c'est un jeune mort qui a dénoncé le racisme, qui a parlé des injustices. Et le simple fait que les autres entendent qu'il y a un mort qui dénonce cela, leur donne déjà satisfaction. Donc c'est simple comme élément. Mais aussi, il y a des choses, beaucoup de choses, je ne peux pas revenir sur ce que vous avez fourni comme proposition, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Les médias, les débats qui se font. Aujourd'hui, vous voyez, passer à cette heure-ci où on parle, si vous voyez toutes les télévisions nationales, vous allez défiler, vous trouverez toujours la même langue. Vous trouvez des débats qui sont faits sur la gestion du gouvernement, sur les problèmes du pays, toujours dans la même langue. Les autres sont sevrés. Alors que ce n'est pas difficile, nous avons quand même des compétences, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser toutes les langues au moins dans les médias. Il suffit d'avoir la volonté politique.
Le reste, c'est bien sûr le grand problème, c'est l'école. Mais l'école aussi ne pourra redresser que dans des années, des décennies. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Il y a la volonté politique et surtout, j'insiste sur le problème de l'utilisation des langues dans l'école. Et on a une expérience qui a été réussie en Mauritanie. On a une expérience qui a été réussie. Il suffit que les gens s'approprient cette expérience et qu'ils aient la volonté de développer cela. Et je crois que ça peut aider. Et je vous remercie. Merci.